Bonjour chers élèves de la deuxième année collégiale Parcours international. Aujourd'hui, on va commencer la première leçon de cette année. C'est le cas de la théorie de la tectonique des plaques. Alors avant d'entamer le contenu de l'énoncé de la théorie de la dérive des continents, il faut tout d'abord définir c'est quoi une théorie. Alors la théorie, c'est l'ensemble des idées ou bien lois, des règles ou bien des concepts sur un sujet particulier en se basant sur des observations ou des expériences donnant une représentation idéale éloignée des applications. Alors شنو هي la théorie؟ هي نظرية، والنظرية هي عبارة عن مجموعة من الأفكار أو القواعد أو المبادئ حول موضوع معين نعتمد في هذه النظرية على ملاحظات أو على تجارب. Alors pour l'énoncé de la théorie de la dérive des continents, alors cette théorie fut développée par le savant allemand Alfred Wegener en 1912. Alors, c'est quoi l'énoncé de cette théorie? Alors, l'Afrique et l'Amérique du Sud ont été consolidées sous forme d'un seul bloc continental nommé Pangée. Lors du Crustacé, ce bloc a été fragmenté en deux continents qui se sont éloignés l'un de l'autre au cours du temps, comme des blocs de glace qui dérivent à la surface de l'eau. Alors شنو المفاد ديال هاد النظرية؟ هو أن القارة الأمريكية أمريكا الجنوبية وقارة أفريقيا كانوا قارة واحدة، كانوا على شكل كتلة قارية واحدة كانت تسمى لابونجي. مع مرور الزمن هاد جوج ديال القارات تفرقوا، يعني مبقاش مرتبطين. يعني شنو هو المفاد ديال هاد النظرية؟ هو أن أمريكا الجنوبية وأفريقيا كانوا كتلة قارية واحدة كانت تسمى la Pangée. Alors la Pangée, c'est un super continent. Alors il a basé sur des observations. يعني هذا العالم اعتمد على ملاحظات. Alors les limites de ces deux continents montrent jusqu'à aujourd'hui une similitude complète. Cette même remarque a été faite sur l'Amérique du Nord, l'Europe, oui, et des autres continents. Alors هاد الملاحظة اعتمدت على حدود القارات. ليومنا هذا نلاحظ أن هنالك تكامل كامل واضح حدود القارات. Maintenant, les questions qui se posent: quels sont les arguments de la théorie de la dérive des continents؟ شنو هما البراهين والحجج اللي يعتمد هذا العالم باش يدافع على النظرية ديالو؟ Alors, quels sont les arguments qui défendent cette théorie? Quelle est la relation entre la dérive des continents et l'expansion du fond océanique؟ ما هي علاقة زحزحة القارات واتساع قار المحيط؟ Que signifie la notion de plaque lithosphérique؟ ما معنى مفهوم الصفيحة الصخرية؟ Alors, on commence par la position des continents au cours du temps géologique. Il y a 250 millions d'années, comme vous voyez, les continents ils ont été regroupés sous forme d'un seul bloc continental, un supercontinent qui s'appelle la Pangée. Alors, ce supercontinent, il est entouré par un seul océan qui s'appelle la Pantalassa. Il y a 180 millions d'années, on remarque que ce supercontinent il se fragmente. Il se fragmente en trois blocs
continentale. Maintenant, on passe à la position actuelle des continents. Comme vous voyez, on a plusieurs continents entourés par plusieurs océans. On commence par, on commence par les arguments appuyant la théorie de la dérive des continents. Le premier argument, c'est l'argument morphologique. Alors, si vous voyez, au niveau des, au niveau des frontières des continents, on a une complémentarité géométrique des côtes. عندنا تكامل أو تطابق في حدود السواحل. Bien sûr, ça garantit ou bien ça montre que ces continents, ils ont été groupés ou bien ils ont été sous forme d'un seul bloc continental. Il y a dans un temps géologique précis. Alors on passe maintenant à l'argument paléontologique. Alors paléontologique est relatif à la paléontologie. C'est la science des êtres vivants ayant existé au temps géologique qui s'appelle les fossiles. Alors ici dans cette figure, on a deux types de fossiles, des fossiles d'origine animale et des fossiles d'origine végétale. On prend l'exemple des fossiles de cette plante. Si vous voyez ici dans la carte, ils sont présents au niveau de l'Afrique et aussi dans l'Amérique du Sud. On les trouve aussi dans des autres continents, par exemple l'Océanie, l'Asie, etc. Bien sûr, comme vous savez, les plantes, ce sont des êtres vivants immobiles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas traverser l'océan. La seule hypothèse qu'on peut poser, c'est que ces deux continents, ils ont été un seul bloc, ils ont été rattachés. Maintenant, pour l'argument géologique. Alors, on prend l'exemple du continent africain et d'Amérique du Sud. Si vous voyez, on a une continuité des formations rocheuses, que ce soit des roches très anciens, des blocs qui sont très anciens, ou bien des blocs relativement jeunes. Alors, si vous voyez, oui, on a une complémentarité entre ces blocs rocheux. Ça désigne que ces deux continents, ils ont été rattachés, ils ont été un seul bloc continental. Maintenant, on va voir d'autres données scientifiques en faveur de la dérive des continents. On commence par la topographie du fond océanique. Exemple, l'océan Atlantique. Alors, si vous voyez, on a une symétrie de la topographie du fond de l'océan Atlantique de part et d'autre du rift. Et le rift, c'est le milieu de la dorsale océanique. Alors, c'est quoi une dorsale océanique? Ou bien il s'appelle aussi le ride milieu-océanique. Alors, c'est une longue chaîne de montagnes sous-marines qui se trouve au milieu des océans. C'est le milieu d'un océan. Alors, cette zone se caractérise par des activités volcaniques et sismiques et tectoniques très importantes. Alors, si vous voyez ici, alors le rift ou bien la dorsale océanique, il divise l'océan en deux parts égales en quoi? En relief. Alors, vous avez un, c'est le plateau, deux, c'est le talus, trois, c'est la plaine et bien sûr, quatre, c'est la dorsale. Maintenant, la deuxième étude, il porte sur l'âge du basalte du fond de l'Atlantique. Alors, si vous voyez ici, alors l'étude est réalisée au fond du fond de l'océan Atlantique, dans cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que euh, l'âge du basalte augmente de façon symétrique en s'éloignant du rift vers les deux continents. Si vous voyez ici, on va donner un exemple. Oui, alors on donne un exemple. Ici c'est le rift. Par exemple,
l'âge de ces roches est plus jeune, comme vous voyez, est plus jeune que ces roches. Voilà. Alors ça signifie que la croûte océanique basaltique prend naissance au niveau du rift et bouge. Alors il bouge. Alors comment ça se fait? C'est au niveau de dorsal que qu'il y a une éruption volcanique. Alors on a une différence volcanique. Cette éruption volcanique, il libère de la lave. Il libère de la lave. Et cette lave, il va se refroidir et donne des couches de basalte. Il va donner des couches de basalte. À la suite d'une nouvelle éruption, alors, si on a une nouvelle éruption volcanique, si on a une nouvelle éruption volcanique, alors une nouvelle couche du basalte, il va se former et il va pousser la première couche. Alors je répète. Alors, une éruption volcanique, il va libérer de la lave. La première éruption volcanique, il va libérer de la lave et il va se refroidir pour donner les premières couches. Suite à une nouvelle éruption, une nouvelle couche de basalte, il va se former et il va pousser la première couche du basalte. Alors, ce phénomène, il va se répéter et ce qui va entraîner l'élargissement du fond océanique et bien sûr l'éclatement des deux continents. Maintenant, on passe à la notion de plaque lithosphérique. Si on voit ici, on a la répartition mondiale des séismes et des volcans. Et si vous remarquez bien, les volcans et les séismes ne sont pas répartis d'une manière aléatoire. توزيع الزلازل والبراكين في العالم ليس بتوزيع عشوائي بل تتوزع في مناطق محددة. Si vous voyez, par exemple, on prend cette zone, oui. Alors on va essayer de prendre une couleur et on prend cette zone. Alors si vous voyez, cette zone par exemple, c'est le même endroit ou bien la même répartition des volcans. يعني في نفس المناطق التي نجد فيها توزيع الزلازل نجد فيها أيضا البراكين. Et ça va former ce qu'on appelle une plaque lithosphérique. Alors ces zones-là, les zones où se répartissent les séismes et les volcans, ce sont les frontières ou bien les limites de ce qu'on appelle les plaques lithosphériques. توزيع الزلازل والبراكين في العالم يحدد لنا حدود الصفائح الصخرية. Alors c'est quoi une plaque lithosphérique? C'est une zone stable délimitée par des zones instables se caractérise par une forte activité sismique et volcanique. Alors, au niveau des frontières des plaques lithosphériques, on a des activités sismiques et volcaniques très importantes. Alors, à l'échelle mondiale, alors combien on a de plaques? On a 12 plaques lithosphériques. Alors, on va compter ces plaques. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, ces deux plaques, ils se répètent. On a 12 plaques lithosphériques. Alors, une petite remarque, c'est que les limites des plaques ne coïncident pas avec les limites du continent. Si vous voyez ici, alors en arrière de ces plaques, on a les continents. Et les continents ne coïncident jamais avec les limites des plaques. حدود الصفائح لا تتطابق مع حدود القارات. Maintenant, au niveau des frontières ou bien des limites des plaques, on a trois types de mouvements. Soit un mouvement de
de divergence, c'est-à-dire un mouvement d'éclatement, les deux plaques elles s'éloignent, ou bien un mouvement de convergence, c'est-à-dire les deux plaques se rapprochent, ou bien un mouvement de glissement ou coulissage, les deux plaques se glissent. Maintenant, on va voir comment on peut calculer la vitesse et le sens de déplacement des plaques lithosphériques. C'est à l'aide des satellites GPS qui émettent des ondes à un instant donné et ces ondes se propagent avec des vitesses connues. Alors, on sait la vitesse de ces deux ondes. Alors, la différence entre le temps d'arrivée des ondes aux stations A et B permet de calculer les distances D1 et D2 entre bien sûr le satellite et les deux stations, ce qui aboutit à la détermination de la distance D3. Ce sont des relations mathématiques. Alors on sait la distance D2 et D1, automatiquement on va savoir la valeur de la distance D3. Et donc, on va savoir la vitesse et le sens de déplacement des plaques. Alors, d'après cette méthode, on sait à l'échelle mondiale la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques en général. Prenons l'exemple de la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Alors, le sens de déplacement, c'est un éloignement ou bien divergence. Et la vitesse, c'est 17 quoi, millimètres par an. C'est-à-dire, chaque an, ces deux plaques, elles s'éloignent par combien? 17 millimètres. On passe maintenant à savoir l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. On commence par déterminer la température de la Terre aux profondeurs 1000 km, 2000 km et 3000 km. Alors, vous avez ici un graphique qui représente la variation de la température en fonction de la profondeur. Pour ce faire, on va faire des projections. On commence par 1000 km. Alors, si on fait la projection, la température correspondante est presque 1900 degrés Celsius. Pour la profondeur 2000 km, la même chose, on va faire la projection. Il va donner une température correspondante environ 2100 degrés Celsius. Pour la troisième profondeur, la même chose, on va faire des projections et on obtient une température de 3900 degrés Celsius. Maintenant, si vous voyez, alors, on a une variation de la température en fonction de la profondeur. Alors, cette variation, il s'appelle le gradient géothermique. C'est quoi le gradient géothermique? C'est la variation de la température en fonction de la profondeur. Et si vous remarquez, la température des roches, elle augmente en fonction de la profondeur. درجة حرارة باطن الأرض ترتفع بدلالة العمق، يعني كلما ازداد العمق كلما ازدادت معه درجة الحرارة. هذا ما يسمى بالدرجة السائرية. Maintenant, on passe à savoir l'origine de l'augmentation de la température du globe en fonction de la profondeur. Pour ce faire, on va étudier les données suivantes. On a le volume, la quantité de l'uranium et la quantité de chaleur produite dans deux couches du globe terrestre. C'est le cas de la croûte terrestre et le manteau. Alors, la croûte terrestre et le manteau, ce sont les deux premières couches qui forment la structure interne du globe terrestre. Alors, la croûte terrestre, c'est القشرة الأرضية, le manteau, c'est الرداء. Alors, si vous voyez au niveau des données, on trouve que la quantité de la chaleur augmente en fonction de la profondeur. Alors, en passant de 9
000 milliards de joules par seconde au niveau de la croûte terrestre jusqu'à 30 000 milliards de joules par seconde au niveau de la deuxième couche en passant de la surface vers l'intérieur. Alors, cette augmentation de la chaleur est accompagnée avec une augmentation de la quantité de l'uranium en passant de 9300 milliards de tonnes au niveau de la croûte terrestre à une une quantité de 27 600 milliards de tonnes au niveau du manteau. Alors, cette augmentation de la chaleur est due à la désintégration des éléments radioactifs qui entrent dans la composition des roches. Alors بالنسبة للأورانيوم فهي عناصر إشعاعية النشاط توجد في تركيب الصخور الموجودة في باطن الكرة الأرضية في وقت معين. هاد العناصر إشعاعية النشاط يحدث لها تحلل، وهذا التحلل يؤدي إلى تحرير الطاقة، وبالتالي كل ما تزادت كمية الأورانيوم كل ما تزادت معه كمية الطاقة المحررة. وبالتالي كما كنلاحظوا انطلاقا من هذه المعطيات درجة حرارة الأرض ترتفع بدلالة العمق. سبب ارتفاع درجة الحرارة هو تحلل العناصر الإشعاعية النشاط ما يسمى كمثال اليورانيوم. فعندما يتم تحليل هذه العناصر يؤدي إلى تحرير الطاقة، وهذه العناصر توجد في التركيب الصخور المكونة للطبقات الصخرية بباطن الأرض. Alors, pour conclure et en se basant sur ce qui précède, la température du globe terrestre augmente en fonction de la profondeur. Cette augmentation de la température ou bien la chaleur permet un transfert de la matière solide des niveaux les plus chauds vers les niveaux les moins chauds. Ça va engendrer ce qu'on appelle les courants de convection. Tayarat al-himl harar. Alors pourquoi on a ce transfert? Parce que les niveaux les plus chauds deviennent moins denses, il va remonter. Et les niveaux les moins chauds, ils vont descendre. Et ça engendre un mouvement qui s'appelle les courants de convection. Et ces courants de convection sont responsables de la mobilité des plaques lithosphériques, que ce soit des mouvements de divergence ou bien des mouvements de convergence. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.